Bonjour à tous, j'espère que vous ne crevez pas trop sous la chaleur. Moi, j'avoue que c'est un peu difficile. Donc, je reprends un peu le fil que j'avais laissé de plan sur ma récap de God Thief, donc la grosse campagne de l'appel de Cthulhu, enfin Delta Green, qui n'est pas traduite, parce que je viens de la finir, simplement. Et donc, je voulais reprendre le rythme de ces vidéos sur le découpage du scénario de la campagne, parce que sinon, je vais oublier simplement. Donc, on s'était arrêté techniquement au quatrième chapitre, ce dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle White Teeth, donc les dents blanches, ou crocs blancs, c'est comme vous le sentez, par l'implication, qui est en fait le troisième vrai gros scénar de cette campagne. Donc on rappelle, vous jouez des types durant l'an 2000, qui sont chargés de buter des types qui sont des sorciers orthodoxes au service de Shub-Niggurath. Vous sauvez des gamins qui visiblement sont tous mutiques, un peu bizarres. Le temps passe, vous en tirez les cadavres, vous apercevez que la personne qui vous a commandité s'est tirée, vous n'avez aucune autorisation pour faire ça en tant qu'agent Delta Green. Le temps passe, Delta Green se réforme, devient le programme, vous intégrez le programme, et près de 15 ans plus tard, donc en 2015, un assistant procureur du FBI qui travaille pour Delta Green vient vous voir et dit bah, « Je sais que c'est vous qui vous avez merdé, il y a un corps qui a été retrouvé au fin fond de la Floride, avec vos noms. » Et donc on a appelé on a appelé l'État où vous avez fait le massacre en fait, où vous étiez présent en 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des cadavres qui ont été retrouvés près de l'endroit où l'ancien orphelinat était. Et donc il faut que vous m'expliquiez ce qui se passe, c'est quoi ce bordel, et que surtout vous gommiez toute trace de ça. Donc normalement, ça c'était la partie Redford, donc les pensées cramoisies, pensées rouges, qui s'est terminée par une contre-enquête de la part des PJ pour gommer toutes les traces et tous les liens qui pouvaient à la fois les unir et unir le programme à l'opération sur Cornucopia House en 2000. Sauf que évidemment c'est pas fini, parce qu'à l'issue de cette enquête, les PJ s'aperçoivent qu'il y a eu un meurtre commis, on a retrouvé une assistante sociale empalée sur une porte à l'endroit qui a pris la place de l'orphelinat, ce qui laisse à penser qu'il était assez identifiable pour certains. Donc pour finir l'enquête quelque part, les joueurs sont mandatés à la fois pour trouver les assassins, donc ça se fait assez simplement, mais il y a un état d'alerte qui est lancé, qui devient un peu un gimmick dans le scénario, puisque en gros c'est un APB, donc c'est un avis qui est posté à travers tous les États-Unis, et dès qu'un flic aperçoit l'un des meurtriers, il appelle les joueurs, et donc en tant que MJ, vous pouvez juguler un petit peu ça comme vous voulez pour dire bon, on les a retrouvés, ils sont ici, donc c'est assez pratique. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi que vous puissiez enquêter sur la mort concrète de Killian Crystal, qui est la dame chez qui on a retrouvé toute la liste de noms des joueurs et la notion de Cornucopia House Cornucopia House, donc dans le Maryland. Évidemment, les joueurs ont sûrement fait 2+2 et se disent que cette personne-là, ce n'est autre que l'agent Clover, donc la dame qui les a embauchés il y a 15 ans pour commettre ce massacre. Mais évidemment, pour temporiser dans le scénar, ce qu'on vous dit, c'est que bah oui, mais vous êtes interdit de vol, donc techniquement, vous devez finir d'abord l'enquête que vous avez fait donc, de Redford avant de passer à autre chose. Donc l'histoire est assez lâche, c'est-à-dire que normalement, on vous dit qu'il y a du temps qui peut s'écouler, que vous pouvez revenir quelques mois plus tard, faire un break, et c'est simplement les flics qui un jour appellent les PJ, en tout cas ils sont interceptés par le programme appelle Pizzirelli, donc le chef, l'agent traitant des joueurs, et dit bon bah on a retrouvé un des assaillants, allez sur place. Et enfin pour aller, ou alors aller directement en Floride pour enquêter sur la mort de Killian Crystal. C'est vous qui voyez comment vous voulez aborder la chose. Moi je me suis dit, alors c'est mon avis, il y a sûrement des MJ qui font différemment et c'est tant mieux. Moi, je suis parti du principe, j'aimais beaucoup cette perspective, notamment qui était très usée dans Non Armies, du road trip. Moi, je dis, bon, bah, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ça n'a aucun sens rationnellement que les joueurs attendent. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'enquêter sur la mort de Christian Killian. Donc, j'ai dit, bon, bah, c'est simple, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez votre voiture et vous y allez. Donc, ça fait un périple, je sais pas, de 3 jours entre le Maryland et la Floride. Et évidemment, sur le chemin, à peine ils sont sur le point de sortir de l'État de Maryland, qu'il y a la radio qui crépite. Et on dit, bah, on a potentiellement vu la jeune fille qui était présente, donc il y a une fille et 2 gars, la jeune fille qui était présente sur la vidéo de la mort de l'assistante sociale, et on sait qu'elle a pété une vitre d'un décathlon, enfin d'un truc équivalent.
Donc parce qu'il y a très peu de décathlon aux États-Unis. Je me rappelle qu'ils avaient essayé et puis ça n'avait pas du tout marché. Donc bref, donc vous allez au magasin de sport et vous apercevez qu'il y a des traces sur la caméra de sa présence. Et vous arrivez à remonter cette piste consciencieusement avec une autre étape qui peut être intéressante pour vous, c'est l'ancien assistant social, donc avant la fille, l'assistant était assistant social avant de se faire, avant la fille qui vient de se faire tuer, était aussi en charge de cette cornucopia house. Mais il est devenu complètement Alzheimer, il est atteint de démence. Évidemment, les joueurs ayant autopsié aussi l'assistante sociale assassinée par les 3 gars, par les 3 enfants de cornucopia house, parce que c'est ce dont il s'agit, c'est les enfants, ils sont tout grands maintenant, on s'aperçoit qu'elle avait aussi des traces dans son cerveau, des traces des lésions avancées dans son cerveau, ce qui, pour les joueurs, ramène au fait probable que par l'agencement de Cornucopia House à l'époque, puisqu'ils s'y sont quand même allés durant une nuit, et parce qu'ils ont vécu, notamment en rencontrant la Babouchka, donc la sorcière Skopsty au service de Shoghi Gorath, ils ont vu qu'elle avait des pouvoirs pour faire oublier les souvenirs, créer des illusions. Et donc peut-être qu'une utilisation de magie, / d'hypergéométrie, fait juste fondre le cerveau. Et donc les joueurs, en général, quand vous leur donnez l'information que dans un périmètre de quelques kilomètres, on a vu une trace d'Ellie Gable, donc la jeune fille, et que en plus la maison de retraite de l'ancien assistant social est juste à côté, généralement, ils arrivent très facilement à additionner les choses et se disent mince, il va être attaqué, donc il faut qu'on y aille. Éventuellement, sinon, on peut juste passer un coup de fil en disant ah, on l'a vu, elle traîne juste à côté de la maison de retraite, c'est vous qui voyez. Donc vous arrivez sur place, moi je l'ai fait de manière linéaire, c'est-à-dire que l'endroit le plus près, c'est la maison de retraite avec Ellie Gable, et après il y a d'autres rencontres. Il y a aussi un autre endroit qui est important sur le chemin du road trip, c'est King's Torino Refuge, qui est une maison d'hébergement d'orphelins et d'enfants très troublés, qui a été financée par un psychiatre extrêmement riche à la fin des années 90 et qui continue à faire ses missions. Et c'est un endroit, dans l'enquête préalable qu'ont fait les joueurs dans le 2e chapitre, donc dans Red Thoughts, ils ont vu que pas mal d'enfants avaient transité par cet endroit, notamment Ellie Gable. Donc vous arrivez à la maison de retraite, et normalement vous arrivez à vous glisser à l'intérieur, et c'est là que vous voyez que au niveau du stand de l'infirmière qui est présente de nuit, il y a personne, et derrière, il y a une grande trace rouge avec l'infirmière en chef qui a été égorgée ou éventrée. Et en consultant les caméras, vous apercevez que Ellie Gable, qui est à moitié nue, enfin, elle a vraiment des guenilles, est passée à l'intérieur, s'est planquée dans un KGB, a attendu qu'il y ait un type qui meurt, qui a fait une crise cardiaque. Le type qui est en train de mourir est tiré par les urgentistes, et là, hop, elle ressort tranquillement. Et en marchant dans les couloirs, il y a 3 chiens qui sont des chiens thérapeutiques qui sont là pour aider les personnes âgées. Et je sais plus, il y a un chihuahua, il y a un berger allemand, et l'autre, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'est le chien de Tintin, qui commence à la suivre parfaitement comme si elle les contrôlait. Et c'est eux qui sautent sur l'infirmière de nuit qui la taille en pièces. Et elle finit par rentrer dans la salle où est hébergé l'ancien assistant social. Donc, à vous de voir comment vos joueurs vont procéder, mais l'idée c'est que vous rentrez et qu'elle est incapable de parler, elle a un couteau en os, elle est prête à tuer ce type-là qui dit juste « Ah, ça sent les cookies, ça sent les cookies », puisqu'il a été l'auteur de cookies, c'est un truc qui ramène les joueurs qui ramène en fait les joueurs à ce qui s'est passé à Cornucopia House, à savoir la babouchka qui manipulait tout le monde. Ça se finit très très mal, puisque essentiellement Ellie Gable va se faire tuer, elle doit se faire tuer en fait dans le scénario, puisqu'elle cherche ostensiblement à se faire assassiner par les joueurs pour une raison qui sera expliquée un peu plus tard. Et il y a 3 chiens aussi, donc les chiens sont assez dangereux parce que, rappelez-vous, dans l'appel de Cthulhu, en général, on peut toujours mourir en étant tué par les chiens. Donc mes joueurs ont agi, ils ont réussi malheureusement ils n'ont pas réussi à sauver le vieillard, mais au grand évidemment c'est très utile. Ellie Gable avait un petit papier sur elle qui indiquait, qui était écrit, c'était un dessin représentant des crocodiles et des formes assez enfantines, qui d'ailleurs est, je vous le conseille, dans l'aide de jeu, le Evidence Kit, donc le kit de preuve, c'est les documents de la campagne, mais directement illustrés, parce que le dessin, il n'est pas très bien, enfin je trouve que, bon, je touche quand même ma bille en anglais, je suis pas mauvais, mais je trouve que le dessin est pas très bien, c'est pas très bien expliqué, et juste balancer plein d'informations, genre ça marche pas trop, alors que sur l'aide de jeu, c'est vraiment très fort, et le dessin est fait sur l'arrière d'une église
qui est consacrée comme une église qui sert de refuge aux sans-abri, notamment aux enfants, qui se situe au fin fond de la Floride, je sais pas moi, à Miami, à 5 ou 10 km maximum de là où est morte Christine Killian. Donc évidemment, ça met un peu les joueurs sur la piste. Et indubitablement, ils commencent à avancer pour ensuite, dans leur road trip, se rendre à Kings Torino, le refuge. Là, ils ont une grande chance, c'est que donc tout va bien, tout se passe bien, les enfants sont super contents, ils sont bien traités, et ils ont la chance, donc ils peuvent aussi faire les ordures et carrément aller dans les documents, c'est ce qu'ils ont fait chez moi, mais il se passe un événement un peu après qui met tout le monde en panique, et vous pouvez fouiller dans les sources, dans les documents qui sont sous scellés du refuge, de l'orphelinat, pour trouver les documents des enfants qui ont été transférés ici. Et ainsi, vous avez le passé, notamment d'Ellie Gable, d'autres enfants, et un mystérieux enfant, dont il n'y a pas le nom, il y a juste un document qui est un chiffre, un identifiant du FBI pour un enfant kidnappé. Et ça, c'est très important, puisque l'enfant kidnappé, c'est déjà quelque chose que vous pouviez trouver dans la seconde partie, dans vos fouilles au niveau de au niveau du bureau de l'assistant de recherche, l'assistant social du Maryland, ce qui veut dire qu'il y a un enfant parmi les survivants de Nuclear House qui n'est pas identifié et qui semble plus important quelque part que les autres parce qu'il n'a pas été placé dans un orphelinat, il a vraiment été kidnappé. Ce qui veut dire que ses parents ont poussé derrière auprès du FBI pour le récupérer. Donc vous arrivez et il y a une autre bonne surprise, c'est que l'une des enfants de Nuclear House est devenue toute grande. Et elle n'a pas envie de tuer les joueurs. Et il y a une jeune fille qui s'appelle, je crois c'est Nina Chikov, qui, elle a des séquelles évidemment, elle est très craintive, mais quand elle travaille avec les enfants, tout se passe extrêmement bien et elle arrive facilement à communiquer avec eux. C'est là où les joueurs arrivent. Moi, j'ai un joueur, il est directement arrivé, il a fait hey, tu te souviens de moi et tout. Et donc évidemment, gros stress. Et au bout de quelques minutes de discussion, enfin, les joueurs se disent ça y est, on va tirer les verres du nez à un enfant qui a survécu de Nuclear House, qui va nous expliquer ce qui se passe, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont agi de la sorte, pourquoi est-ce qu'ils ont assassiné l'assistante sociale. Et ben là, il y a un joueur qui, s'y réussit son jet, voit débarquer parce que le refuge est assez éloigné, c'est un grand terrain, arrive du fin fond d'une clairière. Il y a un type à moitié à poil, qui a juste un pantalon et les couverts de tatouage, qui se met à moitié à hurler enfin, il n'arrive pas à émettre des sons gutturaux, mais il n'arrive pas à parler. Il a une pince monseigneur, et il est juste derrière lui, il y a une immense forme, et il y a un ours brun qui fonce derrière, ou c'est un ours noir, je ne sais plus, qui fonce derrière ce type-là. Et il s'agit, vous l'avez sûrement deviné, d'un autre enfant silencieux, donc l'un des 3 assaillants qui ont tué l'assistante sociale, et qui commence à foncer vers les joueurs et les enfants. Il casse en fait la grille, et donc il y a un ours et ce type-là qui fonce vers les enfants. Parce que tous les enfants sont en jeu dans le parc, dans le parc derrière l'orphelinat, donc c'est la grosse panique parce que les joueurs commencent à se dire bon bah qu'est-ce que je fais. Il y en a un qui a essayé, parce qu'évidemment en plus la jeune fille ne peut pas laisser les enfants tout seuls, donc il faut faire une sorte de contrôle de foule en amenant les enfants à l'intérieur pour les protéger. Donc ça implique quelques joueurs. Pour d'autres joueurs, il y en a un qui a commencé, il y en a deux qui ont commencé à se mettre un peu en hauteur sur les jeux, sur le toboggan des enfants et tirer sur l'ours. Et évidemment, l'ours est à moitié imbutable, il a je sais pas combien de points d'armure. Et il y a un des joueurs qui a commencé à se prendre un grand coup de griffe, ça fait très très mal. L'autre joueur a dit fuck it, je rentre dans le bâtiment parce qu'il a vu ce type-là, donc c'est Samuel Ball, rentrer dans le bâtiment. Donc il se dit mince, en fait Samuel Ball il nous tourne un piège pour nous tuer, éventuellement pour tuer les enfants et tuer Nina Chikov. Et en rentrant dans le bâtiment, échec critique, le type l'attendait avec des pinces, il lui coupe les doigts, pendant ce temps-là, à l'extérieur, il y en a, donc l'autre se fait quasiment étriper par l'ours, et le dernier joueur arrive à un instinct qu'il avait senti déjà avec les chiens dans la maison de retraite, c'est qu'il y a une connexion intrinsèque avec les animaux. Et donc en réussissant un jet de pouvoir opposé, en voulant dominer l'ours, il arrive à stopper l'ours et l'envoyer en fait immédiatement l'ours en essayant de le contrôler, l'ours immédiatement fonce vers Samuel Ball pour essayer de le tuer. Donc ça fait un truc assez rock'n'rollesque. Et finalement là ça se finit avec 2 PJ agonisants, avec Samuel Ball qui se fait non, je crois que Samuel Ball s'est fait assassiner et l'ours a fini par se barrer parce qu'il n'a pas eu Samuel Ball s'est fait tuer par un des joueurs.
mais c'était un charnier, et j'avais un joueur qui était complètement agonisant, mais il était à un PV, il était en train de mourir, quoi. Et là, se déclenche un pouvoir, hein, c'est-à-dire que le joueur qui devait mourir ne meurt pas. Genre, il pisse le sang, il est agonisant, mais il n'est pas mort. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, en plus que les joueurs ont déjà manifesté des choses étranges. Il y a notamment une odeur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont en présence surnaturelle, comme Samuel Ball, comme Ellie Gable, ils sentent une odeur extrêmement forte qui les consume de l'intérieur, qui les pousse à essayer de tuer la chose, la créature, la personne avec l'odeur extrêmement forte, l'odeur surnaturelle. Et là, ils découvrent un autre pouvoir qui est le fait de ne pas mourir, qui est une sorte de rage berserker, les empêche de mourir. Par contre, ils sont en train de se pisser le sang. Donc on a appelé ils ont appelé les urgences, ils ont envoyé le PJ à l'hôpital, parce que c'est un grand classique, et ils ont fini par interroger Nina Shishkov, qui en gros explique qu'elle est revenue, elle aurait pu garder que certains des enfants sont un peu des enfants silencieux, qui refusent le langage, qui agissent quasiment comme des animaux, et qui sont comme ça depuis Cornucopia House. Et qu'elle a fini par retrouver le langage parce qu'elle avait un excellent tuteur, un excellent médecin qui s'est occupé d'elle, mais qu'en retrouvant la parole, elle a perdu une sorte de connexion mystique avec le groupe et avec quelque chose d'autre, avec une présence. Et elle explique que probablement les enfants silencieux essayent de conserver cette présence, ce contact qu'ils peuvent avoir avec cette force. Évidemment, pour le joueur qui avait fait toute la recherche occulte, ça fait ting ting ting, mais il a choisi de rien dire. Donc il a rien dit aux autres personnages, mais il voyait très bien que c'est les patterns de Bast, à savoir que, on rappelle, il y a une force cosmique, une fin, l'entropie, appelez ça comme vous, qui a été invoquée qui existait peut-être, je ne sais pas, qui a été invoquée par les hauts prêtres d'Atlantis pour combattre notamment les enfants de Cthulhu. Cette force n'est jamais partie, et au fur et à mesure, elle a été invoquée notamment en Égypte ancienne pour contrer Nefrenka, donc le pharaon noir, et autres. Et à chaque fois que cette force était invoquée, elle offrait une bénédiction par des guerriers qu'elle avait, qui s'appelaient ses crocs, d'où le nom de la campagne Gullsteed. Et à chaque fois, les crocs étaient toujours dans une espèce de spirale autodestructrice qui consistait à aller trouver des sources surnaturelles, les affronter, se faire détruire, devenir eux-mêmes des sources supernaturelles, donc se faire tuer par les autres crocs, et des fois trouver des prêtres qui eux-mêmes torturaient ou faisaient des sévices à des enfants pour que ces enfants deviennent les nouveaux prêtres de Bast. Et donc créant un cycle sans fin où les prêtres faisaient souffrir les enfants appelaient Bast, Bast appelait des crocs, donc des gens qui étaient marqués par Bast, les crocs tuaient les prêtres, sauvaient les enfants devenaient les prêtres après, et ainsi de suite. Vous voyez un peu le délire. Donc les joueurs, après force de cette information, continuent leur périple pour aboutir enfin en Floride. Alors ils ont fait un truc qui est marrant, que j'aurais pas forcément pensé, c'est qu'ils ont voulu d'abord aller... leur raisonnement, c'était que il y avait sûrement Anguille sous roche avec la mort de Christian Kilian, donc ils ont préféré d'abord aller en Floride, au niveau en fait de l'église, pour essayer de voir ce qui se passait par rapport au dessin. Parce que l'idée, c'est que pour eux, la présence des enfants silencieux serait beaucoup plus importante là-bas. Et effectivement, vous arrivez dans un quartier qui est complètement en déliquescence, qui est en cours de gentrification, mais pas totalement, de Miami, où il y a des dessins très étranges, semblables à celui du document, partout sur les façades. Et on s'aperçoit que les enfants des rues, notamment, et un peu aussi les adultes, qui errent dans ces rues-là, ont développé un langage et une mythologie qui leur est propre. C'est quelque chose qui existe, ce n'est pas des bêtises. Il y a vraiment des enfants qui vivent dans les rues, qui ont développé une mythologie, notamment à Miami. Il y a eu des articles là-dessus il y a quelques années. Et pour ça, le bouquin est très très bien fait. Il y a des distillations d'événements réels dans Goldsteed qui changent beaucoup de choses. Vraiment, qui apportent quasiment, je ne vais pas dire un côté naturaliste, parce que ce serait un peu bourrin, mais qui peut vous permettre d'apporter une certaine véracité à l'ensemble qui est la bienvenue. Et d'ailleurs, c'est tout le principe de la campagne, mais on en parlera à la fin. Donc, en discutant avec le prêtre, en faisant des enquêtes de terrain, en essayant de comprendre ce qui se passe un petit peu autour d'eux, les joueurs peuvent établir une topographie de cette mythologie et s'apercevoir que ça renvoie concrètement, c'est surtout pour le joueur occulte le personnage joueur occulte sait de quoi il s'agit, mais pas les autres, à savoir qu'il y a une mythologie qui est transmise à travers les enfants des rues, comme quoi il y a un dieu qui s'appelle Shrevivashta, qui nous renvoie à la double de Saki, qui est aussi cité, si vous faites des recherches historiques,
Dans la campagne, on vous explique que le père de Saki, qui était officier de l'armée britannique, aurait vu en fait une manifestation de base, pour aller vite. Et son fils a écrit la novelette de Srinivasta. Et que cette espèce de dieu ne répondrait qu'aux enfants silencieux. Les enfants silencieux étant des enfants quasiment près de l'état bestial, mais les enfants silencieux attendent la venue d'une sorte de prophète qui peut communiquer avec eux. Et certains des enfants ont été servent d'intermédiaires aussi pour parler à la place des enfants silencieux. Mais il y a vraiment une sorte de figure de prophète qui peut dire tout. Et il y a les hommes aux pensées rouges qui sont présents, qui arrivent et qui sont attirés par le prophète, qui sont attirés par les enfants silencieux. Évidemment, les hommes aux pensées rouges sont les crocs, donc les joueurs en fait, qui viennent pour essayer de mettre un terme à cette menace. Dans le quartier se trouve une maison qui est complètement déstructurée, en ruine, où les sans-abri, et notamment le prêtre, indiquent que c'est là d'où viennent les éléments les plus violents et forcenés de cette mythologie. La maison est une véritable maison des horreurs, les animaux ne s'en approchent pas, et passé le hall complètement en morceaux, vous commencez à entendre des voix qui vous parlent, et il y a une fille qui vous parle sans arrêt, en vous disant, qui commence à distiller tout ce que je vous ai dit, à savoir, on vous attendait, elle a répondu, et j'ai appris des choses, l'un d'eux allait devenir, l'un d'entre nous allait devenir un prêtre, mais je l'ai retrouvé, et maintenant il m'a enseigné tout ce qu'il sait. Et concrètement, vous arrivez tout en bas, dans une espèce de cave dégueulasse, remplie d'eau, de pourriture, j'en passe des meilleurs. Il y a une fille avec un couteau, complètement folle, qui parle, qui dit maintenant que vous êtes là, c'est bon, amenez-moi à elle, concrètement. Et donc elle fonce sur les joueurs, elle commence à les assassiner, sauf qu'en fait elle a une protection magique parce qu'elle a effectivement kidnappé l'un des enfants de Cornucopia House qui avait réussi son initiation et qui allait devenir un Skopti. On rappelle les Skopti, c'est dans le Countdown, c'est des cultistes Shumnegorot. Et donc elle a piqué des sorts, donc ce qui la rend vachement balèze, etc. Donc en plus il y a des sorts psychologiques, donc elle peut vous renvoyer mentalement les joueurs dans la maison de la babushka, ce qui fait que ça crée du trauma. C'était un peu... Donc moi j'ai des joueurs qui étaient complètement paumés, c'était compliqué. Il y en a juste un qui a réussi le sort mental et qui lui a explosé, qui lui a foutu une balle en pleine tête. Mais ça a été un peu laborieux. Et avec la mort de cette jeune fille, vous trouvez dans un coin, il y a une odeur qui est infecte, mais c'est l'odeur en fait des chasseurs, donc des crocs de bast, l'odeur supernaturelle d'un sorcier qui est le type qu'elle a kidnappé, torturé pour qu'il lui apprenne tous ses secrets et qui s'est fait émucler les yeux. Et le gars dit non mais je vous dirai tout ce que je sais, il est pas terrible quoi. Et ça s'est fini où ils ont dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on donne à Delta Green, est-ce qu'on le tue, sachant qu'il y a une compulsion, hein. S'il ne le tue pas, au niveau de la santé mentale, ça commence à racler. Et il y a un joueur qui a dit fuck it, quoi, vaut mieux. Il l'a pris, il l'a noyé dans l'eau du sous-sol, de la maison délabrée, c'était horrible, quoi. C'était atroce. Et dans cette maison, il y a des symboles supplémentaires de graffiti qui sont une carte. La carte vous amène devant deux crocodiles, qui sont des statues qui existent vraiment, qui sont très très moches, près de l'Interstate en Floride, et ils ont dit ça veut dire que c'est là où se réunissent, et sur le dessin, il y a une réunion de petits bonhommes, donc ils se sont dit c'est sûrement là où se cache Thomas Perez, le dernier des enfants en fait qui a probablement assassiné la Kerry Autumn, donc l'assistante sociale. Donc vous y allez. Et donc il faut comprendre, hein, c'est le chemin est au milieu de marécage, donc vous descendez l'autoroute. Alors ils n'ont pas été cons, hein. Ils ont quand même demandé de l'aide à Pizzirelli, donc le type de Delta Green, pour qu'ils aient un backup, et donc ils ont réussi à avoir une fille, une park ranger en fait, mais qui est arrivée un peu plus tard, donc elle a eu de la chance pour ça. Donc ils descendent, ils se mettent sur le côté de la Cadois, à une station d'essence, ils s'arrêtent, ils descendent dans les marécages, ils passent une grille pour rentrer dans un parc naturel qui est une zone humide, pour une zone humide marécageuse. Et évidemment, donc ils arrivent à identifier, mais ils sont pas bêtes, hein, ils ont dit ok, on sait que ça craint, on sait que c'est ouvert. Mon passé militaire du US Marshal me dit que je peux prévoir mon coup. Donc ils ont acheté des carabines, des fusils à longue portée, parce qu'ils ont dit cette fois on sera pas à foire, parce qu'on a déjà eu le chien, on a déjà eu l'ours, donc il y a forcément des alligators. Donc ils se sont planqués, ils sont arrivés de nuit, pom. Ils ont vu effectivement qu'il y avait des gens qui étaient auprès d'un feu. Ils se sont posés, ils ont mis leur visée, et
quand ils ont vu qu'ils étaient un peu bizarres et tout ça, ils ont fait, bon, c'est forcément eux. Ils avaient identifié Thomas Pérez quand même. Donc ils ont commencé à tirer. Et quand ils tirent, ce qui se passe, c'est que Thomas Pérez commence à leur parler. Donc normalement, il est censé mourir, mais j'ai fait juste une espèce de discours où il s'approche, il commence à parler. Même si au milieu des balles, comme si les balles ne l'atteignaient pas tout de même au début. Et quand je dis parler, il parle avec les mains, hein, c'est un enfant silencieux. Donc ça, heureusement, il y a un joueur qui a fait un jet de mémoire pour s'en souvenir, parce qu'aucun des joueurs ne connaissait la langue des signes. Et c'est là que tous les mecs, au lieu de tomber sous les balles, tombent en arrière. Et il y a des crocodiles qui sortent des marais qui commencent à les bouffer. Et là, les crocodiles se relèvent. Et ils commencent à courir vers les joueurs. Et du coup, les joueurs, ils se disent genre, putain, qu'est-ce qui se passe? Et donc, Thomas Pérez se sacrifie. Donc, encore une fois, bon, ils l'ont traduit plus tard, à l'hôpital, parce qu'ils vont à l'hôpital, forcément. Mais ils ont appris que Thomas Pérez leur disait dans la langue des signes, bah, vous êtes venus, c'est la déesse qui... Enfin, on vous a invoqué il y a 20 ans pour venir nous sauver. La déesse a répondu, c'est elle qui vous a amené, vous êtes écro, vous avez détruit les autres prêtres, et maintenant vous allez me ramener à elle parce que c'est votre mission, votre objectif, comment dire, la seule raison pour laquelle vous existez, c'est pour la nourrir. Et donc, c'est vous qui pouvez, donc tuez-moi pour me renvoyer à elle. Et en substance, c'est ce qu'il dit. Et là, vous avez les chimères qui sont moitié crocodile, moitié homme, qui commencent à fondre sur les joueurs. Et là, mes joueurs, ils ont fait, oh putain, ils ont tiré 2 balles, ils ont fait OK. Et après, il y a un joueur qui s'est fait croquer, il a pris cher. Donc, les 2 potes qui l'ont tiré, ils ont commencé à courir comme des fous pour finir pas très bien sur l'autoroute, à moitié mort. Heureusement, les chimères finissent par disparaître d'eux-mêmes, parce qu'en fait, elles ne tiennent pas, c'est des chimères, elles ne sont pas censées exister. Donc, à un moment, le liant cosmique, la magie cosmique qui les unissait de Bast, finit par se dissoudre. Et donc, les joueurs finissent par sortir des marécages sur l'autoroute et tombent dans les pommes jusqu'à ce que, heureusement, le par-ranger de Green finisse par arriver pour les retaper. Et donc, c'est marrant parce qu'on a fini sur l'enquête au cœur de l'enquête dans la caravane, parce qu'il vit dans une caravane de Christian Kilian. Donc, je vous passe rapidement les détails. L'idée, c'est que Christian Kilian a été tué par des animaux qui étaient contrôlés par Thomas Pérez et les enfants silencieux, mais l'affaire a été classée sans suite. On a dit c'est un accident qu'elle s'est fait manger par ses animaux de compagnie. Sauf qu'elle n'avait pas d'animaux de compagnie, que tous les animaux de compagnie ont disparu quand ils ont été contrôlés par les enfants silencieux, donc ça fait quand même quelques semaines. Donc les joueurs commencent à enquêter là-dessus, et mettent dans la boucle, ils remettent dans la boucle au niveau du shérif. Le shérif a viré son adjoint, qui est le type qui a retrouvé le nom des joueurs. C'est le premier qui était sur place. Et ce type-là est complètement paranoïaque, c'est un mec à moitié 4chan, Fin Blue Line, conspirationniste, pizzagay, ce que vous voulez. Et il dit ouais, c'est des méchants, moi j'ai la vérité, c'est une conspiration. Donc les joueurs étant assez... Et j'ai le journal surtout. En fait, il a piqué le journal de Christian Kilian, donc de l'agent Clover. Donc les joueurs ont été assez malins, ils ont réussi à manipuler le truc en disant vous inquiétez pas, vous avez raison, il y a une grande conspiration. Et le type est tombé dans le panneau. Donc ils lui ont filé... sachant que Delta Green peut vous proposer... de le faire chanter, de stocker de la drogue et des armes chez ses parents pour le faire tomber, quoi. Donc ça peut être... vous pouvez jouer bon flic, mauvais flic, comme vous voulez. Et en fait, par 2 fois, il y a une scène qui arrive, c'est que quand ils sont dans le trailer park, donc dans le parc de caravane, il y a un motard habillé tout en jaune, qui est à la sortie du parking, qui a 2 petits chats à côté de lui. La première fois, j'ai un des joueurs qui a dit, il y a un seul joueur qui le voit. Le joueur a dit non, c'est bon, je fais pas attention. Puis quand ils sont retournés chez le shérif, le biker est encore à nouveau arrivé, il a dit ok, je vais y aller. En fait, donc le biker il a une voiture, il a une moto de course et puis il est complètement casqué. Et on voit pas sous le casque. Et là, il commence à parler aux joueurs. Il dit la danse que nous menions au temps d'Atlantis me manque. Je suis content, je n'ai pas pu m'occuper de toi. Mon chéri, mes chéris, je n'ai pas pu m'occuper de vous, il parle qu'à un seul joueur, mais vous inquiétez pas, vous avez toute mon attention, je vous aime. Et là, le biker ouvre son casque, et c'est juste une langue, c'est une immense langue rouge, et ça fait schlurp sur le joueur, et le joueur est couvert de sang, mais c'est pas son sang. Et le biker disparaît en parlant dans une langue complètement inconnue. Et donc les autres joueurs arrivent en disant mais qu'est-ce qui s'est passé, le trou complètement en sang sur le parking du shérif, c'est pas son champ, l'autre il devient complètement fou, il a gagné le dérangement amnésie à cause de ça.
Et, euh, et ce qu'il vient de dire, c'est ce que dit Biker, en fait, c'est du haut égyptien. Pour dire la même chose, c'est nos balades, nos danses durant l'ancien Atlantis ne manquent tant. Ce qui ne laisse aucun doute quant à la nature humaine. Et c'est là où le joueur qui savait tout, historien, dit: ah, vous savez, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais il y avait une créature qui existait, qui était une divinité, et qui avait des crocs qui la servaient, et ça rappelle beaucoup ce qu'on vit. Et c'est là où, de toute façon, vous êtes obligé. Le cœur du scénar, c'est ça. Le cœur du scénar, c'est arriver à la fin du scénar, et les joueurs doivent comprendre que, ils n'ont plus le choix de ce qui leur arrive. Et ça, c'est le thème de la campagne. C'est ce qui est peut-être le plus dans la campagne, c'est que c'est pas, bon, il y a une horreur crade, parce que, il y a des pédophiles et des trucs comme ça, mais l'horreur, elle est existentielle. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix de ce qui vous arrive. C'est-à-dire que tous les chemins vont vous mener à assassiner les enfants, tous les chemins vont vous mener à continuer avec les crocs de base, et vous pouvez vous mentir à vous-même, mais ça ne peut pas bien finir. Et finalement, comme disait Camus, c'est dans le bouquin, le seul choix, c'est le suicide. Donc la seule manière d'arrêter ce cycle, c'est de vous foutre une barre à la tête. Et comme on verra, ça va être de pire en pire dans un scénario, mais la difficulté, c'est d'amener ces coïncidences pour que finalement les joueurs se révèlent, se disent, en fait, on est coincé quand on est marqué par une sorte de création d'entropie qui nous utilise pour se nourrir sur des enfants qu'on a nous-mêmes sauvés, qui étaient innocents mais qui ne le sont plus, qui commettent des meurtres, et comment on va se sortir, et jusqu'où ça va aller. Et évidemment, en plus, c'est comment vous vendez à Delta Green, qui est le dernier point important, c'est que Delta Green s'attend à votre débrief, Pizzirelli, et si vous êtes, et il y a plusieurs cas de figure, donc si vous mourrez, il y a des nouveaux crocs qui sont générés, donc, pour continuer l'aventure. Moi, ils ont plutôt bien géré, mais ils avaient la question de dire, est-ce qu'on parle du surnaturel ou pas? Est-ce qu'on parle du fait qu'on a été marqué par une créature et qu'on a une capacité instinctive de détecter l'odorat du surnaturel? Ce qui fait qu'évidemment, Delta Green, s'ils le savent, ils vont utiliser les joueurs comme des chiens de détection, ce qui va rendre la vie des joueurs encore pire. Donc il y a vraiment... C'est un beau contraste par rapport au scénario précédent, Red Thought, où c'était de la contre-enquête, où là, c'est vraiment une histoire un peu active, avec pas mal de scènes d'action quand même. Je veux dire, vous bouffez des chiens, vous bouffez des ours, vous bouffez des crocodiles mutants, chimères de l'enfer, avec un peu d'enquête, mais il y a vraiment cette... Bon, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, je l'ai fait comme ça, on peut le faire différemment en allant en avion, mais je trouve que le côté road trip, où on avance, on ne sait pas sur quoi on va, on dit que ça va être de pire en pire, parce qu'on a eu déjà Eli Gable, puis Ball, puis maintenant Thomas Perez. Comment ça va se finir, jusqu'où? Et la révélation finale qui est qu'évidemment, ils n'ont jamais eu le choix et que peut-être que le cycle, lui, va continuer. Donc c'est un très bon scénar, vraiment. J'avoue que les God Steve, on peut ne pas aimer, hein, mais les scénars en eux-mêmes sont quand même assez forts. Tout le côté, disons, inter-scénar et tout, c'est beaucoup plus difficile à jouer. Je vais être très honnête, c'est pas ma spécialité. Et quand on joue en distanciel, c'est encore compliqué, mais arrivé à ce stade-là, vos joueurs sont suffisamment investis pour se demander comment ça va finir. Mal, évidemment, vous en doutez. Et ça, ça c'est pas très bien fini, disons, dans la campagne, mais il y a l'idée que c'est un cycle qui est de pire en pire et qui ne fait que comme une corde, en fait, qu'on tire, et le nœud de pendu se coule, se restreint, jusqu'à ce que ça se finisse de manière catastrophique pour tout le monde. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire pour Redford. J'espère que ça vous a plu, et puis on se revoit très bientôt pour la suite. Allez, salut!